Marc Arazi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien pour le magazine Nexus. Alors, nous venons de publier un article intitulé « Danger d'absorption spécifique » dans le numéro 136 septembre-octobre 2021, dans lequel nous vous citons, nous vous avons interrogé au sujet des problèmes sanitaires liés aux ondes. Et c'est pour cela que l'on vous reçoit aujourd'hui. Alors, vous êtes médecin, président cofondateur de l'ONG Alert PhoneGate, créée en 2018. Et vous avez publié l'ouvrage PhoneGate, tous surexposés, tous trompés, tous mis en danger par nos portables, aux éditions Massot, publié en novembre 2020. Alors, pour la première question, nous voudrions savoir pourquoi, selon vous, il y aurait un scandale sanitaire lié aux ondes. C'est assez simple en fait. C'est pas moi qui. Moi, j'ai développé finalement, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait parce que ça commence en juillet 2016 au travers d'un rapport de notre Agence nationale de santé environnementale, ANSES, qui publie un rapport sur les ondes des radiofréquences et la santé des enfants. Le rapport, et dans le rapport et dans la vie, finalement, je le lis et je découvre que 9 téléphones portables testés par notre Agence nationale des fréquences en 2015 dépassent les seuils réglementaires. Alors, on va parler du DAS, parce que j'en profite pour dire que j'ai beaucoup aimé le titre d'Édouard Ballot, parce qu'il a transformé débit d'absorption spécifique en danger d'absorption spécifique, et je crois vraiment pouvoir dire que c'est un des meilleurs titres qui a été donné justement à ce scandale. Donc, en gros, l'ANSES écrit dans son rapport que, en gros, pratiquement tous nos téléphones dépassent les seuils réglementaires. Là, je m'arrête un moment et je me dis, bon, attends, c'est pas possible, j'ai du mal comprendre, j'ai du mal lire. Donc, comme je m'intéresse à ce sujet depuis 2004, cette question des aspects sanitaires des ondes, ça fait partie depuis maintenant un moment de mes préoccupations. J'ai fait partie du Grenelle des ondes, donc j'ai été un des négociateurs côté association du Grenelle des ondes. Je connais bien les gens de l'Agence nationale des fréquences, je connais bien les gens de l'ANSES. Donc qu'est-ce que je vais faire? Naturellement, je veux comprendre, j'appelle les uns les autres et je leur dis, mais attendez, est-ce que je pourrais, moi, avoir les résultats de ces tests? Bon. Et là, le scandale commence. C'est-à-dire que tout d'un coup, je comprends que ce sera extrêmement difficile d'avoir ces rapports. L'ANFR me dit que finalement, elle ne va pas me les donner. Alors je fais court et on rentre, vous voyez ce que je veux dire, dans une démarche qui était finalement de personne n'en ayant parlé, aucun média n'ayant relevé cette information pourtant majeure, qui est de dire que pratiquement tous nos téléphones dépassaient les seuils réglementaires. Je vais rentrer finalement un peu en résistance. J'accepte pas l'idée que finalement personne ne veuille donner ces éléments d'information et je raconte dans le livre finalement comment il a fallu un travail absolument de bénédictin pour forcer juridiquement l'Agence nationale des fréquences à publier les données. Et tout d'un coup, finalement, qu'est-ce qu'on découvre? Que, en gros, l'Agence nationale, depuis 2012, s'inquiète de la façon dont on utilise nos téléphones portables. En gros, elle est inquiète parce qu'il y a une différence entre la façon dont on les a quand on l'a dans la main, à l'oreille ou dans une poche, et la façon dont on les teste pour mesurer ce fameux DAS. Et à partir de 2012 et jusqu'en 2016, ils vont tester des centaines de téléphones portables et ils ne vont pas les tester comme, entre guillemets, la réglementation le permet aux fabricants, c'est-à-dire entre 15 et 25 mm de la peau. C'est-à-dire que vous voyez, déjà, je reprends une formulation journalistique en lévitation. Donc en gros, on permettait aux fabricants de tester les téléphones comme finalement on ne les utilisait pas. Et quand l'ANFR fait ses tests,
elles se rendent compte, mais elles le savaient pratiquement déjà, que les niveaux d'exposition sont très largement dépassés. Et là, on va avoir, alors on va le découvrir parce qu'on va forcer l'Agence nationale de fréquence à publier ces données, à les rendre publiques. Donc je dis à tout le monde, je pense que vous mettrez des liens après disponibles, mais en gros, aujourd'hui, grâce au travail que j'ai commencé puis qui a été suivi par Alert Phone Gate, aujourd'hui, vous avez une base de données avec un peu plus de 700 rapports de tests de téléphone portable. Et dans ces rapports de tests, on constate, et en particulier dans tous ceux qui sont jusqu'à 2017, que la majorité, la très grande majorité des téléphones surexposaient les personnes bien au-delà du seuil qui devait les protéger. Alors justement, ce seuil, comment est-ce qu'il a été fixé et comment est-ce que les fabricants ont pu se permettre de faire des mesures en dehors de l'utilisation normale du téléphone? Alors, on peut éventuellement formuler des éléments de réflexion. Je dirais la première, c'est que, en gros, sont des ingénieurs qui ont réfléchi ces nouvelles technologies. Ils les ont réfléchies de manière assez logique d'ailleurs. Hein. On doit pouvoir joindre les gens de manière facile un peu partout. Donc la priorité a été donnée à la connectivité, c'est-à-dire pouvoir joindre Pierre, Paul ou Jacques le plus facilement possible. Pour arriver à faire ça, ils ont donc fait un genre de construction, enfin, moi que j'appellerais être une tromperie, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place une réglementation, j'ai envie de dire presque faite sur mesure, pour pouvoir arriver à ça. Et la conséquence, finalement, c'est que les industriels ont privilégié donc, la puissance et la connectivité de leurs appareils, et je dirais aussi leur qualité commerciale, à la santé publique. Et aujourd'hui, justement, la publication de ces rapports de test permet de montrer, cette fois-ci, comment, de manière juridique et irréfutable, comment finalement on a trompé tout le monde sur le vrai niveau d'exposition. Alors ce seuil, il est de combien? Alors, on a 3 DAS aujourd'hui, parce que les choses ont encore avancé sous la pression qu'on a mis de notre association. On a ce qu'on appelle le DAS tête, le DAS tronc et le DAS membre. Jusqu'à tout récemment, il n'y avait pas de communication sur le DAS membre. Donc, en gros, n'existait, je dirais, on va faire simple, que le DAS tête. Le niveau du DAS tête, hein, qui est le niveau d'énergie qui est transmis par le téléphone portable au niveau donc, de la tête, est de 2 watts par kilo. Il ne doit pas dépasser 2 watts par kilo. C'est la même chose pour le tronc. Alors, le tronc, c'est la partie qu'on connaît. Et puis les membres, vous avez les jambes par exemple, ou la main. Donc quand vous avez votre téléphone portable dans votre pantalon, c'est la partie DAS membre qui est sollicitée. Voilà. Et pour le DAS membre, on est à 4 watts par kilo. Donc ça, ce sont des seuils réglementaires européens. Mais si on prend par exemple aux États-Unis, vous avez d'ores et déjà des seuils beaucoup plus faibles, puisque le DAS tête et tronc aux États-Unis est de 1,6 watts par kilo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 1 watt par kilo? En fait, en gros, c'est la quantité d'énergie qui va être transférée par l'onde électromagnétique. Hein, quand vous avez votre téléphone au contact du corps, vous ne la voyez pas, vous ne la sentez pas, mais en gros, vous allez avoir des ondes qui vont, entre guillemets, pénétrer à l'intérieur, soit de la boîte crânienne, soit de votre corps, et sous l'effet de ces ondes, vous allez avoir ce qu'on appelle l'effet thermique, c'est-à-dire d'un côté un effet thermique. Donc, en gros, on va parler d'effet micro-ondes, c'est-à-dire vos cellules sont faites avec de l'eau, et bien de la même façon, ces ondes vont
chauffer, donc on va avoir un pouvoir chauffant sur les cellules de votre organisme. Et de la même façon, vous avez ce qu'on appelle des effets non thermiques, donc qui ne sont pas des effets liés à l'effet justement micro-ondes, ce n'est pas l'effet chauffant. Et c'est très important de le comprendre, parce que quand on parle de débat scientifique en disant il n'y a pas de consensus, vous voyez ce que je veux dire, sur le risque sanitaire des ondes, là c'est souvent quelque chose. Alors, on va faire simple, en gros, vous avez compris, effet thermique, il y a un consensus scientifique sur le fait que il y a un risque sanitaire. On parle, je reprends les propos même de l'ANSES, des effets sanitaires connus et avérés. Voilà. Donc en gros, la communauté scientifique est d'accord depuis très longtemps pour dire que cet effet thermique peut avoir des conséquences sanitaires. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis en place une réglementation pour ne pas dépasser des seuils. Donc ce fameux principe de dire il n'y a pas de consensus scientifique est lui aussi à remettre en perspective. Parce qu'en gros, il y a un consensus scientifique pour les effets thermiques, et sur les effets dits non thermiques, là, aujourd'hui, il y a débat, mais je dirais, là aussi, à gros traits, je dirais aujourd'hui, la quantité d'études scientifiques que nous avons va plutôt dans le sens de la reconnaissance des effets non thermiques. Donc on est dans une situation finalement où globalement cette question sanitaire liée aux effets des ondes doit être prise très au sérieux. Qu'est-ce qu'on entend par effet non thermique sur le corps ? C'est-à-dire que, là, en l'occurrence, on le compare à ce qu'on appelle aux effets thermiques. Mais en gros, ça va être, par exemple, des effets... Alors, les effets thermiques et les effets non thermiques peuvent peuvent entraîner des génotoxicités, par exemple. Mais c'est vrai qu'on évoque plutôt ces questions pour les effets non thermiques. Quand on parle de génotoxicité, on parle effectivement de risques à moyen et long terme, hein, parce que quand les usages du téléphone, on les utilise tous les jours, on les utilise pendant des années et des années. Eh bien, la question aujourd'hui, c'est de savoir si cet usage sur le très long terme, par exemple, va avoir la possibilité de créer des conséquences d'apparition de tumeurs, alors tumeurs du cerveau, tumeurs d'autres organes du corps, mais c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Et ce débat scientifique existe. De la même façon qu'il existe sur d'autres sujets, et en particulier, par exemple, quand on évoquera d'autres aspects sanitaires, sur les questions liées, par exemple, à la fertilité masculine et féminine. Alors. Comment ça se fait que les fabricants qui produisent ces tests pour certifier qu'ils sont bien en dessous de ces seuils, comment ça se fait que la réglementation leur permet de pouvoir faire ces mesures, comme vous disiez, à 15 mm de la peau, alors que personne n'utilise son téléphone à 15 mm, mais collé à l'oreille, ou alors dans une poche, au niveau du buste, ou au niveau des jambes. Alors, il faut reprendre un peu la genèse. En gros, la technologie de la téléphonie a beaucoup évolué, et elle continue à évoluer avec l'arrivée de la 5G, mais en gros, dès le départ, ce qui s'est passé, c'est que c'est constitué au travers d'une organisation indépendante qui s'appelle l'ICNIRP, qui est une organisation qui est basée à Berlin, en Allemagne, et qui finalement, dans lequel il y a quelques scientifiques qui se sont tous cooptés les uns les autres, où on a une montagne de conflits d'intérêts. D'ailleurs, des députés européens a tout récemment sorti un rapport sur l'immense état des conflits d'intérêts au sein de cette organisation, dite indépendante, qui s'est, entre guillemets, rapprochée dans des conditions très très peu transparentes de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, et qui a, entre guillemets, fait un genre de prêt-à-porter ou prêt-à-penser de ce que devait être la réglementation. Et j'ai envie de dire, pour faire simple, on peut penser aujourd'hui, on peut dire que les industriels, qui sont à l'origine finalement, ont imposé une réglementation internationale qui a permis de surexposer et de mettre en danger tout le monde. Donc en gros, les industriels
porte une part de responsabilité absolument gigantesque dans parce que quand je dis ça, ça veut dire, en gros, ils avaient parfaitement conscience au moment où ils permettaient à l'ICNIRP, entre guillemets, de venir faire cette pseudo-science, que cette réglementation allait clairement surexposer tout le monde. Bon. Et quand on disait ça, vous voyez ce que je veux dire, à l'époque, parce que c'est pas moi qui disais ça, ça se disait même avant, vous voyez ce que je veux dire, que je découvre ce rapport de l'ANSES. Et qu'est-ce qui a changé entre ce moment-là et maintenant? C'est qu'aujourd'hui, on a, grâce au travail que nous avons fait, la preuve de cette surexposition. Vous voyez la différence, c'est pas de dire il y a un scandale, etc. On peut effectivement imaginer qu'il y avait ce scandale et beaucoup de gens l'ont dénoncé. Fallait-il encore apporter des preuves matérielles qui montraient comment justement les industriels, avec l'aide implicite de l'ICNIRP, ont permis cette surexposition. Et aujourd'hui, je pense qu'on a bien documenté ce que j'ai. Alors c'est technique, alors il y a beaucoup d'éléments, il n'y a pas que la fameuse distance, vous avez plein d'autres indicateurs qui ont permis justement de surexposer, alors parfois plus les Européens que les Américains. Je donnais l'exemple de la quantité de tissu aujourd'hui. L'Europe, on mesure sur 10 grammes de tissu, donc en gros sur la quantité c'est 10 grammes. Aux États-Unis c'est 1 gramme. Le simple fait, par exemple, d'utiliser 10 grammes en Europe fait qu'un Américain est 3 fois moins exposé qu'un Européen, ou que donc un Européen est 3 fois plus exposé qu'un Américain. Autre fantaisie, par exemple, vous avez le temps d'exposition. Parce que le test se fait dans des conditions où, donc vous avez compris, on utilise des indicateurs entre 15 et 25 mm. On utilisait, parce que fort heureusement on a obtenu des changements, et je pense qu'on y viendra. Et donc, on a, par exemple, le temps d'exposition. Aux États-Unis, c'était 30 minutes. En Europe, c'était 6. Bon. Et tous ces éléments combinés les uns aux autres font que, bien évidemment, là où, si on faisait un comparatif, on n'est plus au maximum de 2. Certains téléphones, si on mettait tous ces facteurs bout à bout, on serait 10 fois, 20 fois, 30 fois supérieur au niveau à ne pas dépasser. Donc, si vous voulez, c'est ça la démonstration. C'est-à-dire que le fait d'utiliser des indicateurs grossiers, trompeurs, pour protéger la santé des gens, a permis finalement d'avoir un niveau d'exposition de contact bien supérieur à ce qui aurait pu ou dû être mis en place. Est-ce que vous basez sur l'étude de la NFR, qui a fait des expériences depuis 2012, pour dire qu'on a des preuves de ces problèmes sanitaires, ou est-ce qu'il y a d'autres études sur lesquelles vous vous appuyez? Alors, pour vraiment ce niveau de compréhension de l'exposition, principalement les rapports de la NFR. Bon, rapports d'ailleurs qui sont encore tout à fait incomplets, parce que en gros, là aussi, je raconte toute cette bataille juridique dans le livre, mais en gros, ça s'est fait progressivement, parce qu'au départ, nous, ce qu'on voulait, c'était la liste de tous les téléphones portables et de tous les constructeurs. Donc, parce que ce qui avait été donné à l'ANSES, c'était juste des éléments, je dirais, globaux. On ne savait pas quels étaient les constructeurs concernés. Donc, dans un premier temps, la NFR a publié une simple liste de téléphones portables et de DAS. Bon. Mais ce n'est pas ça qu'on voulait. Nous, ce qu'on voulait, c'était les rapports de test, c'est-à-dire des rapports. Un rapport de test de laboratoire agréé, c'est entre 35 et 50 pages. Il y a donc des milliers de data. Et il a fallu se battre pour obtenir la publication. Alors maintenant, on a les rapports de test des fabricants. Mais qu'est-ce qu'a fait la NFR? C'est dingue de dire ça. C'est-à-dire qu'elle a remis en forme tous les rapports de test entre 2012 et 2016, et on n'a pas pu obtenir les rapports de test originaux et intégraux. Et on est là, même devant le Conseil d'État, parce qu'on a été jusque devant le Conseil d'État, eh bien, on ne les a pas obtenus. Le Conseil d'État n'a même pas voulu examiner notre demande. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui encore, j'espère que s'il y a des députés qui nous écoutent, ou s'il y a des sénateurs ou des députés européens, qu'ils écrivent à la NFR
pour leur demander de leur communiquer les documents originaux. Parce qu'on n'a pas pu encore aujourd'hui, vous voyez, 5 ans après le début de nos actions, on n'a toujours pas ces documents originaux et intégraux. La NFR fait de la rétention d'infos. Absolument. Elle a refusé, non seulement pour bien comprendre que les gens qui nous écoutent, normalement, tous ces éléments-là auraient dû rester secrets. Parce que dans les échanges que nous avons pu avoir au tribunal avec la NFR, puisqu'on s'est retrouvé plusieurs fois au tribunal face à eux, dans les conclusions, la NFR, qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle disait au tribunal? Elle disait, normalement, l'ANSES ne devait pas publier ces éléments de rapport. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est que la NFR n'a pas hésité dans des documents écrits à laisser entendre que finalement, en gros, c'était la faute de l'ANSES si on en arrivait là, alors que, bien évidemment, si l'ANSES avait eu le courage de publier ces données, tout ça serait resté complètement secret, d'où, vous voyez, l'importance de ces données. Alors, vous avez créé l'association Alert PhoneGate en 2018. Qu'est-ce que vous avez pu faire avec cette association depuis lors? Alors, c'était compliqué parce que j'ai été un peu comme un lanceur d'alerte pendant un moment. Et comme vous l'avez compris, en face de nous, c'est des monstres, c'est des géants. À un moment donné, vraiment, je commençais à me poser plein de questions. Parce que il y a beaucoup d'amis en face, beaucoup de pression. Beaucoup de pression et c'était compliqué. Et donc beaucoup d'amis m'ont dit, bon, tu ne peux pas rester tout seul, ce serait bien, crée une association, comme ça, j'ai envie de dire, tu seras entouré et tu pourras mettre en place. Je vois que vous avez très bien fait, mais ce n'était pas une décision facile parce que c'est encore plus de travail. Hein. Quand vous êtes lanceur d'alerte, vous avez une forme un peu d'indépendance. Quand vous êtes président d'une organisation, vous avez en plus le travail de devoir gérer cette organisation. Bon. Ce qui est formidable, c'est que ça a mobilisé des énergies. Et ce que je veux passer comme message, c'est que autant j'ai été tout seul quand d'un coup j'ai découvert le scandale, mais c'est ce que je raconte dans le livre, d'un coup j'ai reçu des soutiens et des soutiens du monde entier, et d'un coup ce sujet est devenu finalement un travail collectif élaboré à la façon actuelle, c'est-à-dire de manière extrêmement de zéro ou numérique en gros, avec des liens avec des gens dans le monde entier. Et l'association a permis, je dirais, d'aider et de structurer donc ces actions. Et concrètement, alors qu'est-ce qu'on a obtenu? Alors, première chose, on a obtenu donc les rapports de test, même s'ils ne sont pas encore intégraux et originaux. On a obtenu, parmi les choses très importantes, on a obtenu déjà le retrait ou la mise à jour de plus de 28 différents modèles de téléphones portables. Donc en gros, depuis avril 2018, c'est le premier, c'est un téléphone d'Orange, le Happy 30, dont il y a 100 000 téléphones qui ont été retirés. En gros, sous la pression de notre action, on a obtenu enfin, que des téléphones soient soit retirés, soit mis à jour. Bon. Et plus important encore, parce que la pression qu'on a fait sur les pouvoirs publics, ont fait que les pouvoirs publics ont demandé à l'ANSES, assez normalement, à dire, attendez, mais en gros, ces téléphones portables qui sont à des niveaux d'AS très élevés, est-ce qu'ils sont dangereux? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, eh bien, on sait ce qu'on doit faire, puisque l'ANSES, donc, en octobre 2019, il y a 2 ans, a sorti un rapport, qu'on pourrait appeler le rapport PhoneGate, hein, où elle donne vraiment un certain nombre de recommandations au pouvoir public qui sont, mais je dirais, on ne peut plus clair. Quand je vais vous les énoncer, ça paraît énorme. En gros, qu'est-ce que dit l'ANSES? Elle dit tous les téléphones portables testés par la NFR et mis sur le marché avant juin 2017, entendez bien, doivent être soit retirés du marché, soit faire l'objet d'une mise à jour logicielle. Donc,
nous, on avait identifié déjà depuis juin 2018, parce qu'on a fait un appel à Paris sur ce point avec un certain nombre de scientifiques internationaux, on avait identifié déjà 250 modèles différents de téléphones portables. Donc en gros, l'ANSES confirme notre appel de juin 2018 en octobre 2019 et dit « ces téléphones doivent être retirés du marché ou être mis à jour ». Bon. Elle dit plein d'autres choses, mais elle dit aussi une autre chose très très importante, qui est assez logique avec ce que je viens de vous expliquer. Elle dit, en gros, les DAS doivent être testés à 0 mm de la peau. Bon. Donc, elle demande au gouvernement de faire en sorte que les tests soient mesurés à 0 mm. Eh bien, 2 ans plus tard, hein, puisque nous sommes fin septembre 2021, la fameuse table ronde, parce que le gouvernement s'est exprimé, elle dit on va faire une table ronde. La fameuse table ronde avec les fabricants n'a jamais eu lieu. Donc en gros, ces téléphones n'ont été ni retirés ni mis à jour, ni en France ni en Europe. Hein. Et la fameuse demande, parce que le gouvernement s'engageait à aller devant la Commission européenne pour demander que très rapidement les tests soient faits à 0 mm. Eh bien aujourd'hui, ils ne sont toujours pas faits à 0 mm. Et l'ANFR s'exprimait là sur les fameux téléphones 5G il y a 2 jours pour dire tout va bien, alors qu'elle sait parfaitement que ces DAS ont été testés encore à 5 mm de la peau, alors que l'ANSES demande déjà depuis 6 ans, hein, elle l'avait déjà dit en 2016, et elle le redit en 2019, et en gros, on continue, vous voyez ce que je veux dire, à se boucher les oreilles, à se cacher les yeux. Les pouvoirs publics ont une immense responsabilité, ce gouvernement a une immense responsabilité, puisqu'en gros, c'est lui qui devra assumer la responsabilité de n'avoir rien fait sur, entre guillemets, les mesures qui auraient permis effectivement de protéger la population des effets des ondes. Pour bien comprendre, il n'y a eu aucune modification de la réglementation pour la mesure des DAS. Alors si, là je parlais du DAS-Tron et des 0 mm. Bon. Non, il n'y a pas eu tout à fait rien. C'est parce que quand la NFR fait ses tests, donc de 2012 à 2016, à un moment donné, ils ne sont quand même pas totalement idiots, ils commencent à s'inquiéter. Je veux dire, ils voient que les téléphones ont tous des DAS absolument ahurissants. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils saisissent en urgence, en avril-mai 2015, ils saisissent en urgence, d'accord, la Commission européenne, et la Commission européenne va faire quand même, va devoir imposer une forme de nouvelle réglementation, mais une réglementation, je dirais, si je pourrais être, oui, je vais être méchant, qui est là encore faite uniquement pour protéger les fabricants de téléphones portables. En gros, la Commission européenne va vraiment jouer sur les mots. Alors, il y a 2 très bons articles, un du Monde et un de Marianne sur ce sujet de l'époque, où, à un moment donné, finalement, ils disent, en fait, on peut tester les téléphones, le fameux DAS-Tron, à quelques millimètres de la peau. Donc, en fait, ils ne disent pas c'est entre 15 et 25. Mais pour éviter que demain, ces mêmes fabricants soient condamnés, parce qu'en gros, s'ils avaient mis à un moment donné, je ne sais pas, 3, 5, 6, ils fixaient une norme. En gros, pour leur éviter une condamnation, ils ont été jusqu'à laisser ce flou. Et quand vous parliez, quand le directeur général de l'ANFR, Gilles Brégan, évoquait ces questions sur le plan médiatique, il parlait de gentleman agreement avec les fabricants, en gros, en nous disant mais on s'est mis d'accord, ça sera à 5 mm. Donc en gros, on était censé les croire, donc, que c'était à 5 mm, mais dans la réalité, sur les textes officiels, c'était quelques millimètres de la peau. Vous voyez, c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'il y a une vraie ambiguïté, et quand on allait regarder, si vous voulez, le texte de la directive européenne, c'était encore plus grave, parce qu'au niveau de la directive européenne, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient créé, pour ces téléphones portables dangereux, ils avaient créé une commission spéciale
Et ils assuraient, dans le cadre de la directive européenne, ce qui est encore le cas aujourd'hui, on peut aller le lire, hein, je veux dire ce que je raconte, tout le monde peut aller le lire. Et ce qui est terrible, c'est que ça n'a choqué personne. On peut, si vous voulez, tous ces éléments-là, en fait, quand un téléphone est dangereux, le fabricant a la possibilité de donner les informations à cette commission, et la commission, de fait, donne, entre guillemets, une totale confidentialité, et assure une totale confidentialité aux fabricants des éléments qui leur ont été donnés. C'est-à-dire qu'en gros, ils peuvent venir expliquer que leurs téléphones sont dangereux, mais tout ça restera totalement confidentiel pour le public. Et donc c'est ça. En gros, depuis, je vais dire que la téléphonie est en place, on a créé finalement les conditions d'un secret sur cette tromperie, et aujourd'hui on a levé des pans entiers de cette tromperie, et on sait aujourd'hui que finalement tout a été fait pour que ça reste dans ce petit monde feutré, et entre eux, voilà. Sauf qu'on est venu un peu déranger, déranger le système, et vous allez voir, on le dérange, on a créé un sacré bazar. Est-ce qu'avec la 5G, les choses changent, d'après vous, en mieux, ou est-ce qu'elles s'aggravent? Alors, la 5G, c'est ni plus ni moins que la continuité de la tromperie, de la 4G, de la 3G, de la 2G et de la 1G. Je dirais, elle est encore plus problématique parce que là où l'ANSES, parce qu'il y a un rapport de l'ANSES qui vient de sortir, qui est sorti bien évidemment après qu'on ait lancé la 5G, et et là, moi, je suis membre du comité de dialogue radiofréquence et santé, donc j'ai l'occasion très régulièrement de discuter de ces sujets en interne au sein de l'ANSES. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu depuis quelques mois, avec les autres associations, une reprise en main politique de l'ANSES. C'est-à-dire que là où je pouvais vraiment dire qu'ils avaient été plutôt très courageux, parce que ce que je vous évoque au travers du rapport de l'ANSES de 2016 ou de 2019 montrait quand même qu'il fallait un certain courage pour faire ce type de recommandations. Et bien avec l'arrivée de la 5G, et vu les enjeux, on se rend compte que tout d'un coup, l'ANSES se crispe, sort un rapport qu'on pourrait qualifier, un rapport provisoire, parce qu'il n'était pas définitif, qu'on pourrait considérer plus politique que scientifique, et où tout d'un coup, finalement, on se rend compte que c'est plus du parti pris que de la science. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en gros, puisque ce rapport n'est pas définitif, alors on a, avec des experts du monde entier, fait des rapports de contre-expertise. Alors notre association, avec l'association Robin des Toits, et je vous engage à le regarder, on a fait un document de plus de 60 pages qui explique pourquoi finalement l'ANSES finalement n'a pas été au bout de son étude. Le professeur Bellepomme, et avec d'autres scientifiques auxquels moi-même j'ai participé, a aussi fait un rapport de contre-expertise. Des industriels aussi ont participé donc à ce rapport, à dire qu'il y avait un problème. Alors, il y en a tellement de problèmes que je ne saurais pas par quel bout commencer, il faudrait presque 2 heures pour en parler, mais je dirais le plus important, vu de notre fenêtre, c'est le fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas mesurer le niveau d'exposition d'un téléphone 5G ondes millimétriques. C'est-à-dire que pour des raisons techniques, on va faire entrer un nouvel indicateur qui n'est plus le DAS. En fait, on va avoir 2 indicateurs, le DAS et le Power Density. On doit faire cohabiter des antennes, parce qu'à l'intérieur de votre téléphone, vous avez des antennes. Donc vous avez des antennes pour la 2G, la 3G, la 4G, des antennes pour la 5G, des antennes pour le Wi-Fi, etc. Et faire fonctionner et savoir quel est le niveau d'exposition de ces ondes qui n'ont pas les mêmes puissances, eh bien aujourd'hui, on ne sait pas les mesurer. Et donc, c'est absolument incroyable, parce que quand j'entends les pouvoirs publics, Cédrico venir nous expliquer que tout va bien, la NFR, tout va bien, c'est parfaitement faux. Et tous ces éléments-là, on le sait, on en a les preuves, on sait pouvoir le montrer, tout ce qu'on dit, on l'a toujours montré, démontré. Et en gros, on fait comme si, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave. En gros, l'exposition des gens, parce que
je le rappelle, et je vais le rappeler, je le rappelle très souvent, le premier niveau d'exposition des personnes, c'est le téléphone portable. Et il semble bien que personne n'ait vraiment rien à faire de la santé des gens, donc on peut faire ce qu'on veut. Ce qui est important, c'est que, en gros, les gens aient leur téléphone portable et qu'ils le gardent sur eux le plus longtemps possible, donc on marche sur la tête. C'est-à-dire que plus ça va, moins ça va. C'est-à-dire que par rapport à votre question, vous avez compris que la 5G, ça va encore augmenter le niveau d'exposition des gens, mais on ne saurait même pas vous dire aujourd'hui quel serait le niveau, parce que personne ne sait quelles conséquences d'exposition ça a. Je ne sais pas si vous voyez bien dans quel bourbier, en termes de normes, hein, on est. Et tout ça, ça a été écrit formellement. C'est pas que, en gros, on invente. En gros, tout ça fait partie de rapports de gens qui ont écrit, je veux dire, de manière rigoureuse et scientifique, et donc à l'ANSES pour les avertir. Enfin, ils le savent parfaitement. Mais on n'est plus dans... Enfin, en gros, aujourd'hui, c'est... De toute façon, il y aura la 5G. Voilà. En gros, c'est... de toute façon, vous pouvez dire ce que vous voulez. Nous, on est plus fort que vous, donc de toute façon, il y aura la 5G, c'est comme ça, et pas autrement. Voilà. Qu'est-ce qui fait que dans la technologie 5G, on ne peut pas mesurer le DAS de la même façon que pour la 4G? Tout bonnement parce que, d'abord, ce ne sont pas les mêmes ondes. Quand on parle de 5G, c'est pour ça que je précise bien, tous les gens qui ont des téléphones 5G aujourd'hui n'ont pas de téléphone 5G, en fait. Ils ont des téléphones que j'appellerais 4G+. On est sur des puissances de moins de 6 GHz. Excusez-moi d'être un peu technique, mais en gros, de l'ordre de 3,5 GHz. Donc, c'est ni plus ni moins que de la 4G améliorée. La 4G, c'est à peu près les mêmes ondes. Voilà, c'est ce que dit d'ailleurs l'ANSES. En gros, c'est à peu près la même chose. Mais les ondes millimétriques, ce sont des puissances de 30 GHz et plus. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est sur des ondes millimétriques, donc de 30 GHz, en fait, la pénétration de l'onde est beaucoup plus faible. En gros, vous avez une puissance beaucoup plus importante. Donc, à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer, la pénétration dans l'organisme est plus faible. Donc, ça va se cantonner vraiment à la peau, par exemple aux yeux, à la cornée, etc. Mais quand je dis ça, la peau étant un élément essentiel du vivant et de l'être humain, ce n'est pas du tout anecdotique. Donc, en gros, on a, donc à travers ça, des champs de mesure. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous avez d'un côté l'obligation de mesurer au travers d'un autre indicateur, donc le power density, et pour les précédentes normes de G, le DAS. Et en fait, ce ne sont pas les mêmes antennes, pas les mêmes puissances et pas les mêmes indicateurs. Et tout ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire fonctionner ensemble, on ne sait pas le mesurer. Vous voyez ce que je veux dire, c'est de la mesure, c'est de la science, et c'est de la physique. Tous ces éléments-là, aujourd'hui, sont... C'est encore aussi vrai pour le DAS, hein, mais ça devient encore plus vrai parce que déjà, si vous voulez, on avait un indicateur qui était un mauvais indicateur. L'ANSES, depuis 2016, dit le DAS, c'est un mauvais indicateur. On essaye, aujourd'hui, on travaille sur ce que devrait être un bon indicateur. Et à ce moment-là, on fait venir maintenant un deuxième indicateur, et un deuxième indicateur dans des conditions absolument encore aussi peu rigoureuses, si vous voulez, qu'on avait été sur l'indicateur DAS. En gros, on marche sur la tête. Non, on est presque comme les cobayes d'une nouvelle technologie, finalement. Alors, non, mais on était déjà les cobayes de la précédente. Hein, donc, en gros, on a surexposé tout le monde. Après, on verra aux aspects sanitaires de tout ça. Mais en gros, oui, encore peut-être plus avec la 5G, parce qu'on n'a absolument pas de recul et il y a très peu d'études. Même si on sait, alors là, il faut être très clair, on sait que la 5G millimétrique, hein, 30 GHz, on sait qu'elle a, et au-delà, a un certain nombre entre guillemets, d'effets biologiques, sanitaires ou militaires parfaitement connus et avérés. Donc là encore, on sait par exemple sur les aspects militaires, on sait par exemple qu'avec les ondes millimétriques, à partir de 95 GHz,
on peut créer ce qu'on appelle de la dispersion de foule. Bon, on sait même que les armées ont développé, à partir des mêmes ondes millimétriques, des armes létales. Donc ceux qui disent, en gros, tout ça n'a pas d'effet, se trompent totalement. Bon, d'ailleurs, on reprochait d'ailleurs à l'ANSES de n'avoir pas dit un mot dans tout le rapport. On fait un rapport sur les ondes millimétriques et on ne parle pas des effets qui peuvent être des effets, je dirais, de police ou des effets militaires. Bon. Et puis vous avez tout un volet qui a été passé complètement inaperçu, sur tout le volet médical, parce que ces ondes millimétriques aujourd'hui sont étudiées pour pouvoir soigner. C'est-à-dire que à partir du moment où bien, les ondes ont un effet biologique, elles peuvent soit bien évidemment altérer le vivant, soit elles peuvent aider à améliorer le vivant. Donc, c'est là où on est schizophrène. C'est-à-dire que d'un côté, on sait parfaitement que ça peut avoir des effets bénéfiques, et puis on voudrait que ça ne puisse pas, d'un coup, dès qu'on parle des ondes des téléphones, ça ne puisse pas avoir d'effets délétères. Mais ça ne marche pas comme ça. Voilà. Ce n'est pas le sens de l'affaire. Il y a une omerta globale et totale des politiques et des médias, selon vous. Alors ça, c'est un vrai problème, parce que c'est la première fois que dans l'histoire des scandales, parce qu'en gros, des scandales, il y en a des scandales sanitaires, il y en a eu énormément, mais c'est la première fois que les industriels qui sont à l'origine de ce scandale ont, je dirais, pris la main sur quasiment l'intégralité des médias en France et dans le monde. Et là, d'une certaine façon, et merci de me recevoir, parce que Nexus étant un média indépendant, sans publicité, je pense que c'est plus difficile de faire pression sur vous. Et comme vous voyez, mon propos, il est pas léger. Parce que les accusations qu'on porte dans le livre ou là sont importantes. Et aujourd'hui, ces informations, on est censuré par un certain nombre de médias. Le Monde, par exemple, qui appartient pour partie à des gens comme Prix Mobile, mais des gens comme BFM TV pour parler des SFR, comme vous pourriez avoir TF1 ou avec Bouygues Télécom, etc., etc. Donc en gros, ils disposent de vraiment la majorité des médias. Je prends un autre exemple, parce que comme ça sera plus parlant, même Google fait des téléphones portables. Donc, en gros, tout ce qui aujourd'hui fait référence, vous voyez ce que je veux dire, qui passe par Google, les téléphones Google ne sont pas moins mauvais ou meilleurs. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, ça rentre dans cet univers globalisé. Et donc, on vit une censure inimaginable en France et dans le monde. Et pourquoi on arrive quand même à sortir la tête de l'eau? Parce que vous avez, ce que notre propos, c'est de dire, heureusement, il y a plein de journalistes courageux, il y a des gens qui prennent des risques pour que ce sujet ne soit pas enterré. Mon propos, c'est pas de dire les journalistes ne font pas bien le travail, ils le font très bien. Faut-il encore qu'on leur laisse le faire? Et moi, ce que j'ai vu, c'est que même, par exemple, je donnais cet exemple qu'on a apporté tout à l'heure, mais même quelqu'un comme Élise Lucet a dû reculer, et je raconte ça dans le livre, comment elle a dû faire reculer, parce qu'à un moment donné, face à Delphine Ernotte, qui est la présidente de France Télévisions et l'ancienne numéro 2 d'Orange, je veux dire, on peut imaginer que la pression était trop forte, et l'envoyé spécial qui était prévu, finalement, n'a pas eu lieu. Avec vous. Avec nous. Sur le sujet. Sur le PhoneGate. Et puis, il a été transformé, là aussi, grâce à des, entre guillemets, des journalistes qui ont eu le courage de porter ça. Et puis, en novembre l'année dernière, il y a eu un complément d'enquête qui a été fait, qui était un très bon documentaire fait par un journaliste, Nicolas Vescoacci, et que j'engage tout le monde à aller regarder. Bon, donc, vous voyez, c'est simplement qu'entre-temps, il s'est passé pratiquement 3 ans. 3 ans, très important, parce que tout ça ne se fait pas à somme nulle. C'est la santé des gens. Il y a des millions de victimes, on va y venir, sur les aspects sanitaires. Et donc, plus on perd de temps, plus on ne fait pas passer les messages de prévention qui sont nécessaires, plus finalement,
eh bien, tous les jours, des centaines de millions de gens se surexposent à leur téléphone portable. Quand vous dites qu'il y a des millions de victimes, vous sous-entendez quoi? Alors, on va prendre des exemples concrets, parce que je crois que c'est important déjà d'enlever un certain nombre de désinformations. Bon, souvent, on a entendu dire il y a eu beaucoup de millions de téléphones portables en France, et en gros, il n'y a pas eu d'augmentation des cancers du cerveau. C'est une information qu'on a très largement entendue. D'ailleurs, j'étais très furieux contre le docteur Michel Simès, qui sur RTL il y a quelques mois, en décembre dernier, mais c'est pas vieux, disait il n'y a pas d'augmentation des cancers du cerveau. Bon, c'est parfaitement faux. Voilà. Et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'en gros, il semblerait que l'information scientifique, tout le monde s'en moque et préfère donner finalement des fake news. Donc je vais redire pour les personnes qui regardent Nexus, la chaîne de Nexus, il y a, et c'est triste à dire, donc sur les 30 dernières années, les statistiques de Santé publique France, je crois que maintenant tout le monde sait ce qu'est Santé publique France, avec le Covid, en gros, en 30 ans, on a eu une multiplication par 4 et plus des cancers les plus graves du cerveau, ça s'appelle les glioblastomes, et ce, dans toutes les classes d'âge. C'est-à-dire que donc, sur les 30 dernières années, on a une multiplication par 4 et plus. Et pour que vos auditeurs voient les chiffres, en gros, ça représente sur 20 ans, on a pris là que 20 ans, c'est 50 000 morts. Voilà. Donc, rien qu'en France. Et 50 000 morts, et quand on parle de glioblastome, et c'est un vrai souci, ce sont des gens qui n'ont pas pu, enfin, qui sont incurables, on n'a pas de traitement, et qui vont, entre guillemets, qui ont une moyenne de durée de vie de quelques mois. Donc, en gros, des gens qui découvrent leur maladie et qui disparaissent aussi vite, et donc, ce qui explique aussi pourquoi les gens sont désemparés, et les familles sont désemparées, et qu'on n'a pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas comme dans l'amiante où c'est des processus longs, où les gens ont pu, entre guillemets, prendre conscience. Là, c'est vous tombez malade, en gros, quelques mois après, vous mourrez. Et tout ça va à une vitesse absolument dingue. D'ailleurs, j'ai malheureusement, moi, eu la tristesse de voir ça autour de moi. Donc, en gros, de le vivre donc, de manière voilà, concrète. Donc, on est devant ce type de situation où il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas d'augmentation des cancers du cerveau pour prendre ce cas-là. Et je vais donner un deuxième exemple que je trouve extrêmement parlant, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez alors là, je vais parler, c'est le professeur De Kounli. De Kounli, c'est un épidémiologiste américain de renommée mondiale. D'accord ? Et dans un article, il évoque le fait qu'il y a une épidémie de cancers colorectaux aux États-Unis. Et non seulement il y a une épidémie de cancers colorectaux, mais là encore, et c'est ça qu'il faut vraiment entendre, pour ceux qui connaissent un peu la cancérogénèse, en gros, ce sont les plus jeunes qui sont les plus touchés, et les plus âgés sont moins touchés. C'est-à-dire que c'est l'inverse de ce qui se passe habituellement. Parce qu'en gros, en général, avec l'apparition du cancer, sont les gens les plus âgés qui développent des cancers. Là, on a une inversion de tendance. Et qu'est-ce que dit De Kounli ? Et ça va vous faire réfléchir aussi, parce que tout le monde porte des téléphones portables dans les poches. Il dit, aujourd'hui, cette question des téléphones portables dans les poches, donc la zone donc, de ces cancers colorectaux, hein, qui sont dans la zone donc, des poches de pantalon, doit être absolument regardée et étudiée. Donc en gros, il ne dit pas, il ne fait pas le lien direct, lui, entre les ondes des téléphones portables dans les poches et les cancers colorectaux, mais il dit, ce qui est quand même le minimum, mais il faut que tout le monde étudie ce sujet pour qu'on sache effectivement quelle est la part de responsabilité des ondes. Bon. D'ailleurs, quand Santé publique France évoque la question des cancers du cerveau, qu'est-ce qu'elle dit ? Parce que souvent on dit, mais
est-ce que le Centre Santé publique France évoque dans les risques potentiels les ondes? Eh bien oui, elle évoque dans son rapport de 2019 le fait que les ondes, elle évoque les pesticides dans les causes extrinsèques, et elle évoque aussi les ondes, la cancérogénicité des ondes, des radiofréquences. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là montrent à quel point ces sujets sont d'importance, puisqu'on est donc confronté à ça. Et puis sur d'autres aspects sanitaires, on ne peut pas ne pas aborder la question de l'électro-hypersensibilité, parce que là aussi, si on prend les chiffres de l'ANSES, on est sur pratiquement 3 millions de Français qui souffriraient d'électro-hypersensibilité. Par rapport, si vous voulez, si on fait le rapport au niveau mondial, ça représenterait 300 millions de personnes. Bon. On a commencé par dire, circuler, il n'y a rien à voir, en gros, c'est tous des malades mentaux, ils sont psychologiquement dérangés. Bon. Et puis maintenant, on se rend compte que ce sujet est vraiment important, parce qu'en plus, maintenant qu'on sait qu'on a surexposé tout le monde, on sait que finalement, on a créé une agression de la personne à travers les ondes de nos téléphones portables, et qu'on a certainement participé, à travers cette surexposition, à déclencher chez certaines personnes plus réceptives, finalement, un effet, je dirais, comme on a sur l'allergie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous retrouvez en situation de rencontrer l'allergène, là, en l'occurrence, des ondes, il y en a partout, et puis finalement, poum, vous vous retrouvez finalement en situation de malaise. Eh bien, tous ces éléments-là, aujourd'hui, quand on parle de 300 millions de personnes dans le monde, à minima, aujourd'hui, tout le monde autour de lui a des gens qui sont plus ou moins électro-hypersensibles. Donc ça touche toutes les catégories socio-professionnelles, et on se rend compte que ça peut toucher des grands avocats, des médecins, des ingénieurs, comme ça peut toucher le chauffeur du bus ou la personne qui est même simple paysan dans son champ. Bon. Donc, en gros, voilà, ce sont des vrais sujets, et le fait de savoir qu'à travers le PhoneGate, cette surexposition aux ondes, entre guillemets, les fabricants aient pu participer à créer cet effet de trouble de vie, vous imaginez quelles peuvent être demain les conséquences juridiques quand tous ces gens-là vont comprendre qu'ils ont été surexposés et qu'ils vont pouvoir demain mener des actions pour, entre guillemets, demander des comptes aux industriels. Vous voyez, on parle de 300 millions de personnes, rien que sur la question des électro-hypersensibles. Alors justement, avant d'en arriver à ces actions juridiques, est-ce qu'il y a des solutions pour les citoyens actuellement pour se protéger des ondes? Alors ça, merci de me poser la question, c'est parce que, en gros, c'est très très important, parce que autant le problème est complexe, autant la solution est simple. C'est-à-dire qu'on a une chance, c'est que dans cette problématique-là, ça ne coûte rien pour se protéger. Il suffit juste d'avoir quelques bons schémas de prévention dans la tête, et c'est simple. Donc je vais les redonner. En gros, on ne met plus son téléphone au contact du corps. DAS ou pas DAS, de toute façon, vous avez compris que le DAS aujourd'hui, c'est un mauvais indicateur. Donc en gros, si on vous dit c'est 0,30, 0,60 ou... n'en tenez pas compte, de toute façon, la valeur qui est indiquée n'a aucune valeur prédictive sur votre risque sanitaire. Donc, la première chose, alors, pour l'instant, parce qu'on envisage un changement de réglementation à terme, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc la seule bonne solution, c'est on ne met plus jamais son téléphone portable au contact de la tête. Ça, c'est terminé. On utilise la fonction haut-parleur pour la plupart, quand on est chez soi, on peut parler, ou quand on est... Alors, quand on est en open space et qu'on est dans le travail, on ne peut pas faire autrement, on peut utiliser ce qu'on appelle des kits filaires AirTube. Donc là, pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des gens sont équipés basiquement par le fabricant par des kits normaux. Sauf que, juste que je vous indique que le département de santé californien, depuis 2017, Californie, c'est l'endroit où il y a Apple, donc vous voyez, où le siège d'Apple. Donc,
depuis 2017, ont déjà indiqué qu'il ne fallait plus garder ces kits filaires, par exemple pour regarder un film ou écouter de la musique, parce qu'on concentre les ondes au niveau de l'oreille. Donc, et là encore, toutes ces révélations sont publiques depuis 2017. Le département de santé californien, 7e puissance mondiale, dit qu'il ne faut plus garder le téléphone au contact du corps. Bon, mais qui en parle? Quels sont les pouvoirs publics qui font le travail de relais de l'information? Donc, en gros, on utilise un kit, ce qu'on appelle AirTube. Pourquoi? Parce que dans votre cordon, il va y avoir de l'air. L'air n'étant pas conducteur de l'onde, vous n'aurez pas de concentration d'onde au niveau de l'oreille. Où est-ce qu'on peut se procurer ce Alors, écouteur? On en parle beaucoup, c'est vrai que depuis, ils sont en rupture de stock. Alors, je ne sais pas, parce qu'on m'envoie des messages régulièrement en me disant on n'en trouve plus, on n'en trouve que sur Internet, c'est incroyable. Personne entre guillemets, si vous allez dans un distributeur, personne ne sait ce que c'est. En gros, on vous donne des kits qui sont des mauvais kits, en gros, qui sont des kits dangereux. Donc on donne un téléphone dangereux, on donne un kit dangereux. Des organismes de santé publique le disent, l'écrivent ouvertement, mais on continue quand même. Voyez. Alors, ça, et puis deuxième chose, on ne met plus jamais son téléphone dans une poche, on le pose, on le met dans un sac, on le met dans une poche extérieure. Alors, on parle de quelques millimètres, c'est vraiment de l'ordre de, dès qu'on est à 2-3 cm, on est sur des niveaux extrêmement faibles. Bon, mais le problème, c'est que la plupart des gens les ont tout le temps en contact, toute la journée, on le laisse dans la poche pendant des heures, et là encore, sans avoir conscience qu'il est aussi actif que quand vous l'avez à votre oreille. Donc le problème, c'est que les gens se disent, c'est pas grave, mon téléphone est dans la poche, je ne suis pas en train de téléphoner. Eh bien, c'est pas vrai. Le problème, c'est qu'il va vous exposer parce que vous ne le savez pas, mais toutes les millisecondes, il va se rapprocher de l'antenne pour que vous puissiez être joignable, il va recevoir vos textos, vos mails, vos données, il va télécharger je ne sais pas quoi. Enfin, en gros, il va en permanence être en situation d'actif. Et là où vous pensez qu'il est passif, eh bien non, il est actif et il va vous exposer. Et c'est un vrai problème. Donc on ne le garde plus au contact du corps, on le met, chaque fois qu'on peut, on le met à distance. Voilà. Et je dirais que si on fait ça, je précise aussi qu'on ne le met pas dans le soutien-gorge pour les jeunes filles, parce que ça c'est encore pire, parce que c'est une mode des États-Unis qui est venue, les femmes en soirée, tout ça, le mettre dans le soutien-gorge. Alors ça, c'est à prohiber totalement. Voilà. Donc en gros, si on fait ça, je veux dire, on est sûr de se protéger. Alors, on ne dort pas sous l'oreiller avec pour les jeunes, parce que c'est vrai que les jeunes aussi, ceux qui sont totalement hermétiques à nos messages, c'est d'autant plus problématique que l'addiction prend le pas sur la question de santé. Et je sais que les parents ont déjà du mal avec la question d'addiction, parce qu'avec la question santé en plus, ça va être un vrai problème. D'où l'importance, puisqu'on a vu que les pouvoirs publics étaient capables de faire des campagnes pour le Covid sur les questions de distanciation. J'espère que par exemple ce qu'on dit là donnera aussi envie aux pouvoirs publics à un moment donné de prendre leur part de responsabilité, de donner des messages, non pas des faux messages de sécurité comme je vois là, des gens comme Cédric O, ministre, qui entre guillemets, je le considère plus comme un porte-voix des industriels que comme un ministre de notre République. J'attends vraiment là, des pouvoirs publics une vraie prise en compte de ces enjeux sanitaires, auquel cas, de toute façon, ils devront rendre des comptes. On voit tous les jours des gens qui doivent rendre des comptes et des politiques, et moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut que les politiques rendent des comptes. Parce que quand j'entends dans les débats juridiques dire bon, je ne sais pas s'il faut qu'un tel et un tel, moi je vous dis, nous on a informé un certain nombre de ministres comme M. Véran, M. Hulot, Mme Agnès Buzyn qu'il y avait un problème de santé majeur. Et ces gens-là devront un jour rendre des comptes, comme devant d'autres scandales, pour dire, attendez, vous saviez pourquoi vous n'avez pas agi. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à dire, en gros, tout le monde peut faire
tout et n'importe quoi. Et je pense que les politiques sont peut-être même les premiers, une fois qu'ils sont informés, parce qu'ils ne peuvent pas dire on n'est pas informé. Quand l'ANSES dit qu'il faut retirer tous les téléphones portables mis sur le marché avant juin 2017, je pense que c'est assez clair. Je veux dire que si ce n'est pas clair, je ne sais pas ce qui peut être clair. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est une lourde responsabilité. Ils l'assumeront. Parce que d'une certaine façon, alors, il y a d'ores et déjà un lourd volet juridique qui s'est mis en place. Est-ce qu'il y a des marques de téléphone qui sont plus économes dans le DAS, c'est-à-dire un DAS plus faible que d'autres? Alors, il y a des marques qui ont essayé de surfer sur cette idée. Je vais prendre par exemple le cas de Samsung. Moi, j'avais un téléphone Samsung. J'ai changé depuis, mais en gros, quand j'ai choisi mon téléphone, j'ai choisi un téléphone avec un DAS bas, ça paraît assez logique. Il était de 0,35. Bon, c'est un bon DAS. Mais en fait, quand le DAS est sorti, le DAS réel de la NFR, là, le rapport de test, il n'était pas à 0,35, il était à 3,5. Donc, c'est-à-dire 10 fois le seuil annoncé par Samsung. Vous voyez, donc déjà, et bien au-delà de la norme réglementaire. Donc déjà, pour moi qui voulais un téléphone sûr, et si on l'avait remis en norme dite américaine, ce n'était pas 3,5 auquel il était. Je dirais que ce serait situé entre 10 et 20 watts par kilo. Donc entre le 0,35 vous voyez ce que je veux dire, et le DAS réel, en gros, on peut avoir tout et n'importe quoi. Voilà. Donc en gros, et Samsung avait fait sa communication là-dessus. Alors, ce n'est pas lui qu'on a attaqué, parce qu'on a 2 actions pénales en cours contre Xiaomi et Nokia. Parce que c'est encore pire, parce que eux, c'était vraiment... Ils ont instauré des DAS faux, parce que à travers le travail de recherche qu'on a fait avec des bases allemandes de data, etc., on s'est rendu compte que c'était 2 marques qui étaient particulièrement préoccupantes. Et donc, on a lancé nos 2 premières actions pénales contre eux, mais de toute façon, actions pénales qui vont de toute façon demain, parce que quand l'affaire sera, entre guillemets, rendue plus globalement publique, c'est toutes les marques en fait, qui seront concernées. Et comme je vous le disais, le volet PhoneGate aux États-Unis, donc il y a des actions déjà collectives aux États-Unis et au Canada, aussi contre les constructeurs, parce que le volet PhoneGate, c'est contre Apple et Samsung aux États-Unis et au Canada. Donc, vous voyez déjà, les principales marques sont, entre guillemets, font l'objet d'actions. Et dernier élément sur les actions juridiques, on a eu une décision historique qui est tombée au mois d'août, mi-août, puisque dans le cadre du volet PhoneGate aux États-Unis, on a obtenu, avec nos partenaires américains, que le régulateur des télécoms américains, enfin l'équivalent de la NFR qui s'appelle la Federal Communications Commission, la FCC, vient d'être condamné par la justice fédérale américaine à revoir l'intégralité des normes. Alors pas que pour les téléphones portables, toute l'intégralité des normes, la base scientifique des normes et des mesures de test. Donc, je ne sais pas si vous voyez, information absolument majeure qui n'a été reprise ni par les grands médias américains, ni nulle part dans le monde. Voilà, Nexus aura presque l'exclusivité d'une information absolument phénoménale. Et nous avons appris, parce qu'ils avaient jusqu'au 27 septembre là, pour faire volontairement appel, ils n'ont pas fait appel de la décision, et la décision est définitive. Donc, vous voyez, les choses avancent, et elles avancent fort partout, mais personne ne le sait parce que finalement, ces informations sont pour la plupart restées assez confidentielles. Quelles sont, pour finir, les autres actions futures à venir pour votre association Alert PhoneGate? Je dirais, c'est développer, c'est mettre en puissance tous ces éléments, parce qu'en gros, vous voyez que le chantier est phénoménal, il n'est pas que français. Je dirais que là où nous sommes peut-être le plus mécontents, c'est en gros, la France fait partie de l'Europe. Bon. Et donc, grâce à beaucoup de députés européens, je voudrais citer Michel Rivasi qui nous a beaucoup aidé au niveau européen,
On a pu poser un certain nombre de questions à la Commission européenne par le biais de députés européens, pas que Michel Rivasi, mais aussi d'autres députés. Et les réponses qui ont été faites par la Commission européenne étaient absolument insatisfaisantes, parce qu'en gros, on leur a dit la France, ces mêmes téléphones qui sont retirés en France ou mis à jour en France, devraient être retirés, mis à jour partout en Europe, puisqu'ils sont vendus de la même façon. Eh bien, aujourd'hui, ils ne le sont toujours pas. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une protection qui est apportée par, en particulier, Thierry Breton, qui est l'ancien patron de France Télécom, d'Orange, l'ancêtre d'Orange, qui, systématiquement, quand on lui dit « Mais attendez, en gros, qu'est-ce que vous faites ?» Parce que vous savez maintenant que ces téléphones doivent être enlevés, l'ANSES, ce n'est pas l'agence sanitaire du coin. On leur écrit, et ils continuent à diffuser des fausses informations. Je vais en dire un mot. Parce que pour permettre, entre guillemets, à continuer à garder entre guillemets, les fabricants comme ça, à sauvegarder les fabricants, comment ils ont fait? Ils ont considéré, ils ont instauré ce qu'on va appeler un mensonge d'État. Et quand je dis d'État au pluriel, Thierry Breton écrivait encore là, l'utilisait encore là tout récemment dans un courrier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, en gros, pas de souci, jusqu'à 50 fois le niveau de DAS, donc jusqu'à 100 watts par kilo, il n'y a pas de problème. Et donc, pour dire ça, ils sont appuyés sur ces fameux travaux de l'ICNIRP pour dire, c'est pas nous qui le disons, c'est l'ICNIRP, donc en gros, il n'y a pas de souci. Sauf que maintenant, ils ont un problème, c'est que dans 2 réunions, une au Parlement européen et une à l'ANSES, avec les responsables de l'ICNIRP, on leur a fait confirmer que ce facteur de 50 n'existait pas. Donc en gros, vous voyez ce que je veux dire, des États, Thierry Breton, la Commission européenne, ont utilisé, ils l'ont même mis dans la directive européenne, c'est écrit noir sur blanc dans la directive européenne, ont utilisé des éléments totalement faux qu'on met dans une réglementation et sur lequel il n'y avait aucune base scientifique. Et quand tout d'un coup, alors parce que nous, dans ce travail d'enquête et de réflexion, on s'est rendu compte que tout ça c'était n'importe quoi, mais d'ailleurs dans le livre je l'évoque souvent, mais je veux dire, depuis lors on a apporté la preuve que c'était faux et que justement quand on a été devant la justice, aussi bien en France qu'aux États-Unis, qu'est-ce qu'on nous a dit devant la justice? On nous a dit mais pas de souci, de toute façon, jusqu'à 100 watts par kilo, il n'y a pas de problème. Sauf que ce 100 watts par kilo n'existe pas. Voilà. Et vous voyez, il faut déconstruire non seulement cette réglementation totalement trompeuse, mais il faut aussi changer finalement, parce qu'à force d'avoir répété et répété des mensonges pendant 30 ans, vous voyez, on en a fait quasiment comme si c'était devenu des vérités. C'est-à-dire que vous pouvez répéter un mensonge et à la fin, vous dites, de toute façon, on l'a tellement répété que de toute façon, ça ne peut être que vrai. Eh bien non. Tout ce que je vous dis là, et tout ce que j'écris, a été prouvé, a été, entre guillemets, fait l'objet de multiples éléments de preuve. Et ce qui est dingue, c'est que tout ça, finalement, qui est un château de cartes, ne s'est pas encore écroulé. C'est-à-dire que la puissance de on a l'impression d'un truc fou qui continue sa vie comme ça, tout seul, et dont on pourrait se dire à un moment donné, bon, mais et ça s'arrête quand, quoi? Quand est-ce qu'on arrête de tromper les gens? Quand est-ce qu'on arrête de les surexposer? Quand est-ce qu'on arrête de mentir? Alors pour ceux qui voudraient approfondir ce sujet, je rappelle votre ouvrage, Phonegate, tous surexposés, tous trompés, tous mis en danger par nos portables, aux éditions Massot, et l'article dans le magazine Nexus numéro 136, septembre-octobre 2021, disponible en kiosque et en ligne, DAS des téléphones portables, danger d'absorption spécifique. Marc Arazi, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt.
Merci. Au revoir. Au revoir.